La RFM, bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, les honneurs funèbres aux 3 casques bleus sénégalais de la MINUSMA, morts le 21 février dernier au centre du Mali. Grande tristesse à la levée de corps ce matin au quartier Dial Diop. Entrée en vigueur de la baisse du loyer ce 1er mars. Théorique pour l'instant puisque le décret n'a pas encore été publié. Malgré tout, de nombreux bailleurs annoncent qu'ils vont l'appliquer sans problème. C'est le dossier de ce journal. Conditions de détention de responsables et militants de PASTEF arrêtés à Mbaké. PASTEF Touba dénonce l'interdiction de visites et de communication téléphonique. Procès de Sitor Ndour devant la chambre criminelle de Dakar pour viol présumé. Procès renvoyé au 15 mars. Et puis à la fin de cette édition, nous irons à Ouagadougou pour le 3e numéro du journal du Festival panafricain de cinéma et de télévision, le FESPACO. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. La nation éternellement reconnaissante au maître Eugène Mingou, au caporal Ousseynou Diallo et au soldat de première classe Pierre Tama Boubane, les 3 casques bleus sénégalais de la MINUSMA décédés le 21 février dernier au Mali, ont reçu les honneurs militaires ce matin au quartier Dial Diop de Dakar. Cérémonie de levée du corps, empreinte de tristesse. L'État promet d'accompagner les familles des défunts. Reportage Seydou Nourouba. Sous une tente installée dans l'enceinte du camp Dial Diop, l'ambiance est triste. Des familles en larmes, celles des 3 soldats sénégalais arrachés à l'affection d'une nation tout entière, maître Eugène Mingou, le caporal Ousseynou Diallo et le soldat de première classe Pierre Tama Boubane du DETSEN 11 MINUSMA comprenait le 11e détachement sénégalais à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Leur souvenir restera à jamais gravé dans nos mémoires en reconnaissance du sacrifice suprême consenti au service de la paix dans le monde et dans la sous-région. Hommage aux 3 djambars, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba s'incline devant leur mémoire. La nation leur sera éternellement reconnaissante. Une reconnaissance éternelle de toute une nation, Sidiki Kaba à leur famille éplorée fait état de l'accompagnement durable de l'État. L'État a déjà pris des mesures sociales fortes pour accompagner leurs familles dans le deuil et aussi de façon durable, indépendamment de ce qui est prévu par les Nations Unies. 3 djambars partis à jamais, laissant derrière eux épouse, enfants, père, mère et proches dans une totale consternation. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est aujourd'hui, 1er mars, la date fixée par le gouvernement pour l'entrée en vigueur de la baisse du loyer, mais le décret n'est pas encore signé selon le vice-président de l'ASCOSEN. Mohamed Sissé demande aux autorités de publier ce décret aujourd'hui, même pour éviter des malentendus entre bailleurs et locataires. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. On n'a pas vu de décret signé par le président de la République, mais nous osons espérer qu'un conseil de ministres aujourd'hui, tenu à Sédhiou, ce décret-là serait signé. En l'absence de décret, le locataire qui veut payer sa location aujourd'hui, le bailleur peut ne pas observer la baisse. Et la difficulté qu'on aura, c'est que ce locataire-là n'aura pas de répondant pour dire que le bailleur n'a pas voulu prendre le prix de la location. Nous osons espérer alors que d'ici le 8, parce que le locataire, la loi le protège jusqu'au 8 pour pouvoir payer sa location, que le décret serait signé et publié pour que nul n'en ignore. Sinon, beaucoup de problèmes vont surgir. Parce que si le bailleur refuse aujourd'hui de prendre sa location, parce que le locataire peut se dire que le ministre du Commerce a dit que ça rentre en vigueur aujourd'hui. Il se présente chez le bailleur pour payer. Le bailleur lui dit où est la base légale, où est le décret signé. Ce locataire-là ne peut pas se retourner vers la commission de régulation du prix du loyer. Parce que cette commission-là n'est pas encore en vigueur, n'est pas constituée même. Donc, des problèmes vont surgir à partir de maintenant. C'est pourquoi nous demandons à ce que le travail se fasse le plus rapidement possible pour que le décret soit signé et publié et que la commission de régulation du loyer soit mise en place le plus rapidement possible. Parce que c'est cette commission qui sert d'interface entre le locataire et ce décret-là est un peu en retard et nous osons espérer que le rendez-vous ne serait pas manqué. Parce que si on rate aujourd'hui ce rendez-vous-là, beaucoup de gens se poseront des questions. En
tout cas, l'entrée en vigueur du décret portant baisse du loyer est bien accueillie par certains bailleurs. Ceux-là entendent s'aligner et revoir le montant du loyer à la baisse. Ils disent faire preuve de compassion avec la vie chère, avec la vie qui est de plus en plus chère. Reportage à la Médina, Nafissa Toussila. J'ai pas pété de la maison, j'y habite avec toute ma famille. Ils sont au premier, mais tout le bas là. J'ai loué 3 chambres. Ibrahim Sissé vit dans un immeuble de 3 étages avec sa famille. Il vit ici depuis presque 30 ans à la Médina. Le vieux Sissé se réchauffe tranquillement devant chez lui avec ce froid. Et sur la question de la baisse du loyer, il est catégorique. Non, je baisse, mais pas augmenter. Non, je ne vais pas baisser parce que je ne baisse pas. Bon, j'ai pas d'argent, mais j'ai été locataire. La maison m'appartient. Vous comprenez? La maison m'appartient. Mais j'ai été locataire. Depuis 5 ans, il paye 40 000. 40 000 presque. Qui encore 40 000. Man, on peut le am jomo. Parce que je n'augmente pas. Les chambres là, 20 000, 30 000. Moi, je n'augmente pas. Pour cet ancien agent de la Poste, ces montants de location sont des prix cadeaux. Mais il soutient qu'il comprend pourquoi certains bailleurs ont du mal à revoir les prix à la baisse. Mais il y en a. Mais ouais, des fois. C'est des gens qui ont eu des prêts de la banque. J'en ai les amis. Un peu plus loin, toujours à la Médina, à l'angle d'une rue, une grande villa imposante de couleur grise est récemment réfectionnée. Ici, il y a 8 appartements en location. Le bailleur a décidé de baisser le loyer, nous dit son fils, Babacar Ndir. Vous savez, les salaires ne peuvent plus gérer les familles à cause de la vie qui coûte cher. Il y a l'école et autres besoins qui prennent en otage certaines familles. Oui, mon père et moi avons convenu d'un accord pour revoir à la baisse le loyer. Il est même difficile de voir un locataire qui paye sa location à partir du 10. C'est entre 200 000 et 300 000 francs CFA. Nous allons suivre les recommandations. Nous avons refait l'immeuble. On va voir si on peut arriver à une baisse de 50 000 francs CFA. De toutes les façons, le décret prend acte aujourd'hui et beaucoup de bailleurs comptent certes s'aligner, mais reste à savoir si la mesure sera respectée. Et pour cela, rendez-vous à la fin du mois de mars. Justement, question, quelle attitude adopter face à un bailleur récalcitrant qui ne veut pas respecter la loi? Mohamed Ali Mouba, qui a parlé à un juriste, nous explique. Face à un bailleur de mauvaise foi qui ne veut pas appliquer la baisse du prix du loyer, le locataire ayant la loi avec lui doit se donner les moyens de se prémunir. Cheikh Koumanar, juriste expert en immobilier. Il peut aller voir un huissier et consigner le loyer par rapport à la baisse qui est fixée par décret chez les huissiers. Si le bailleur refuse de prendre cela, parce que sinon, s'il ne prend pas et qu'il reste à ne pas payer, le bailleur peut lui dire que tu ne m'as pas payé le loyer, il peut prendre un huissier et lui faire une assignation en paiement et en expulsion. Non, dans ce cadre-là, le huissier, quand vous allez consigner l'argent là-bas, il vous fait un reçu. Donc pour lui dire, et puis vous allez dire à votre bailleur que vous refusez de prendre de l'argent. Voilà, j'ai consigné l'argent chez tel huissier. Vous pouvez aller récupérer cela. Donc le huissier peut lui faire une note qu'il va transmettre à son bailleur pour lui dire que voilà, maintenant l'argent est chez le huissier, vous pouvez aller le récupérer. S'il refuse de le récupérer, ça c'est son problème dans ce cadre-là. Il ne pourra jamais vous sortir parce que s'il vous amène aussi une assignation, vous pourrez lui montrer la note du huissier pour lui dire que voilà, l'argent est consigné chez le huissier. C'est vous qui refusez d'aller prendre cela. Se prémunir en saisissant un huissier de justice pour constat. Mais faudrait-il que le décret fixant la baisse du loyer soit pris et disponible? Pour le mois de mars, cela dépendra de l'échéance de paiement inscrit dans le contrat entre les deux parties. Non, il faut attendre le décret parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu le décret, je ne connais pas le contenu et l'étendue du décret jusqu'à présent. Donc, il faut attendre de voir le décret, que ce soit le président puisse le signer et puisse publier cela au journal officiel pour que ça soit applicable. Et pour ceux qui n'ont pas de contrat, pas de problème, le contrat peut être oral aussi, verbal. Mais le mieux, selon l'expert en immobilier, c'est de privilégier le dialogue. La loi, un décret est venu nous dire que voilà maintenant les conditions de fixation du loyer, les conditions de paiement du loyer. Je devais vous payer tant par rapport à notre contrat. Le décret a fixé que maintenant ce montant doit être revu à la baisse et nous devons le respecter parce que la loi aussi nous lit tous. Ce qu'il faut faire, c'est cela, aller discuter avec le bailleur et lui dire que voilà, moi je dois baisser par exemple 15% ou 20%.
Mais je vois qu'aussi la situation est difficile. On peut essayer de trancher, je vais baisser peut-être 10%, je vous laisse le reste. Donc là, peut-être qu'ils peuvent trouver un terrain d'entente sur ça. Le gouvernement du Sénégal a procédé à une baisse du prix du loyer à la place d'une loi. C'est un décret que Macky Sall prend pour faire appliquer la baisse du prix. L'État a décidé d'aller en croisade contre les bailleurs et courtiers récalcitrants en donnant à la Commission nationale de régulation du loyer une compétence spécifique pour encadrer la tarification locative. RFM, la radio de toute l'actualité. Le président Macky Sall poursuit sa tournée économique dans la région de Sédhiou. Il préside en ce moment le Conseil des ministres décentralisé à la gouvernance de Sédhiou. Une déclaration du Premier ministre Amadou Ba est annoncée pour 13h à l'issue de ce Conseil des ministres. Et dans l'après-midi, le président de la République va procéder à l'inauguration de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou. Restons à Sédhiou où les minibus Tata qui assuraient le transport urbain dans la commune ont disparu de la circulation depuis très longtemps. Une situation que déplorent les usagers. Les Sédhiouas réclament la reprise de ce trafic qu'ils jugent vital pour l'économie de leur commune. Reportage Lamine Ba. Les bus Tata qui avaient révolutionné le transport urbain en facilitant la connexion des quartiers ont disparu du jour au lendemain du décor de la circulation. Les Sédhiouas se sont levés un beau jour pour le constater. Ils sont très déçus par cet état de fait. Ça a facilité la mobilité des gens. Leur présence soulageait la population. Tout à coup, on ne voyait plus ces Tata-là circuler. On ne maîtrisait pas, on ne savait pas la cause. Mais je vous dis que c'est une chose très intéressante pour la population. Ça peut faciliter la mobilité. Ce Sédhiouas que nous avons rencontré est d'avis que la suppression du transport urbain par les bus dits Tata impacte tous les secteurs d'activité, mais particulièrement les femmes. Ça a allégé beaucoup la souffrance des femmes parce que et beaucoup de personnes, on a vu après qu'il y a rupture, on n'a plus vu les Tata, les informations viennent de gauche à droite. Les Tata ne généraient pas beaucoup de bénéfices pour les propriétaires, c'est pour cela qu'ils ont arrêté. On ne comprend plus, on pense que l'avenir des Tata était même politique. Le fait que ces Tata sont partis a beaucoup fatigué les femmes. Face à l'absence de la diversité d'offres de moyens de transport en commun, le seul recours qui s'offre aux Sédhiouas est le transport des 2 roues appelé moto Jakarta. Ceux qui s'y adonnent règnent en maître et imposent leurs tarifs aux usagers. Ça a eu un impact négatif parce que lorsque les Tata ont été là, c'était un peu facile de se déplacer, autant que c'était à 100 francs. Mais regarde actuellement, le Jakarta, pour te déplacer, il te faut 300 francs. Aller-retour, il te faut 600. Si tu veux faire comme une course dans la journée, moi parfois dans la journée, je paye 2000 francs pour le Jakarta. Et c'est ça qui n'est pas normal. Sédhiou, qui avait exhibé son enthousiasme à l'idée de bénéficier d'un transport urbain, a déchanté depuis la disparition des bus dits Tata. Les populations réclament le retour de ce moyen de transport très utile à la ville et à son activité économique. Lamine Ba, Sédhiou, Radio Futur Média. Dans la région de Dakar, département de Keur Massar, quartier Darou Salam Extension, les habitants réclament la libération du terrain occupé par les camionneurs et pourtant ces derniers avaient reçu la sommation de vider les lieux depuis le 30 décembre dernier. Les habitants estiment que leur présence est source d'insécurité avec plusieurs cas d'agression. Aminata Ba. Les camionneurs n'ont toujours pas bougé. Pourtant, ils avaient reçu des sommations pour quitter ces lieux depuis le 30 décembre dernier. Les habitants de Darussalam Extension déplorent. Boubacar Sissoko, notable du quartier. L'occupation anarchique, c'est l'ancien maire qui est venu, qui a distribué à 10 personnes établissement Abdoulaye à Lang jusqu'au fond. C'est des gens qui sont là sur du faux parce que ça, c'est mis sur un terrain titre foncier avec la fondation droit à la ville. Malheureusement, le préfet a donné des sommations. On nous avait dit au plus tard le 30. On est allé à la DASCOS le 30 décembre. Au 31 décembre dernier, on pensait que les gens allaient quitter comme les gens ont dit. Malheureusement, ils sont toujours là. Les riverains estiment que la présence des camions au cœur du quartier a favorisé l'insécurité. On nous a transféré les agresseurs. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. On a besoin de rester dans les quiétudes. Ces habitants de Darussalam Extension de Keur Massar pensent que ce terrain doit servir à la construction d'infrastructures de base. Tout ce qu'on en peut faire pour que ce soit d'utilité publique,
les structures qui manquent au quartier collé s'installent dans cette zone. Parcours sportif, un garage, un abattoir, transfert, tout ça, ça manque. L'accès à la zone est difficile. Ces habitants demandent à leur maire, Adama Sarr, de réagir pour une solution rapide. Amiataba, Kermessar, Radio Futur Média. Dans la zone des Niayes de Kayar à Lompoul, la peur s'est emparée des producteurs maraîchers. Plusieurs périmètres maraîchers tendent à disparaître à cause de l'implantation de plusieurs sociétés extractives dans la zone. Des milliers d'emplois sont menacés et c'est pourquoi les maraîchers interpellent les autorités. Cher Anta Diop. De Kayar à Lompoul, dans cette partie de la zone des Niayes, les filières mangue, oignons, pommes de terre, choux constituent des filières très porteuses. Maguette Ndoye, consultant. Et cela s'est vérifié bien sûr dans cette zone de Niayes où nous avons des acteurs qui évoluent aussi bien donc dans le développement de la filière mangue que dans la filière oignon. Mais selon ces maraîchers de Tchatli, la zone des Niayes est en train de disparaître et ce sont des milliers d'emplois qui sont menacés. Il y a des étrangers, des jeunes de la sous-région qui gagnent 100 000 francs, 200 000 par mois. Le littoral nord, de Kayar jusqu'à Saint-Louis, Lompoul. Ndeye Fatou Ndaw, productrice à Tchatli. Pourquoi il n'y a plus de terre dans la zone? Vous voyez qu'il y a l'investissement des industries qui sont là. Et vous savez bien qu'il y a la rareté de l'eau dans la zone. Ça nous préoccupe actuellement. Vous savez nettement que tout ce que nous avons, c'est le climat. On cultive de 12 sur 12. Donc c'est déjà quelque chose. Ces maraîchers de la zone des Niayes demandent à l'État d'aménager des zones horticoles au niveau de la bande de Filao. La bande de Filao préserve nos terres. C'est grâce à ça qu'on puisse y habiter et faire du maraîchage. Notre souhait est que l'État puisse déclasser cette zone-là. Les jeunes, les femmes peuvent y cultiver, mais on trouve toujours des difficultés à ça. Quand tu rentres, les eaux et forêts te disent pourquoi tu fais ça. On nous fixe des amendes. Suite à cette sortie, ces acteurs se sont regroupés au sein d'une organisation dénommée la Société coopérative Le Tchatli pour défendre les intérêts des producteurs horticoles dans la zone des Niayes. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. 12h17 à Louga, dans la capitale du Ndjambour. L'hôpital Amadou Sakhir Mbaye traverse une crise. L'intersyndicale qui regroupe le SAEMS, le SUTSAS, le SATSUS et le SINTRAS fustige les lenteurs notées dans l'exécution de chantiers entamés depuis 7 ans maintenant. Les syndicalistes qui ont tenu un point de presse interpellent le ministère de tutelle. Nafissatou Ndiaye. Les travailleurs de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga sont dans tous leurs états. L'hôpital est vachement plus malade que les patients. Ils fustigent leurs conditions de travail selon Alina Bédé. Il est le porte-parole de l'intersyndicale. Il y a près d'un an aujourd'hui, le mois de mars 2022, on avait un problème regrettable qui s'est passé ici à Louga, notamment avec la mort de Assou Sokhna. Et depuis lors, on avait exigé que la maternité et le pôle mère-enfant soient livrés parce que depuis 5 ans, ce projet est à l'arrêt. Et on ne comprend pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la maternité travaille dans l'étroitesse, la pédiatrie également. La liste des problèmes de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye est loin d'être exhaustive. Alina Bédé. Il y a aussi le SAU. Tout dernièrement, Louga a enregistré un accident mortel et nous avons soigné ces patients-là à même le sol parce que le SAU que nous avons présentement, il est extrêmement étroit. On ne peut pas soigner plus de 2 malades en même temps dans cette salle-là. Alors que depuis 7 ans, on ne peut pas livrer le chantier. On ne comprend pas pourquoi. La banque de sang régionale également est là. C'est à partir des problèmes du Covid qu'on a créé cette banque de sang pour faciliter la tâche aux populations. Et jusqu'à présent, tous ces chantiers sont inachevés. L'affectation d'un ACP, agent comptable particulier, n'agrée pas le personnel de l'hôpital. Le secrétaire général du SUTSAS de la région de Louga explique. On ne refuse pas qu'il soit là parce que c'est un Sénégalais. Il doit travailler partout dans le territoire du Sénégal. Mais c'est son statut qui nous dérange parce que nous déjà, non content d'avoir un déficit de 200 millions de francs CFA, dette personnelle plus fournisseurs y compris, on nous amène un AC, un cadre supérieur qui sera pris en charge par l'hôpital. On ne comprend pas l'attitude de ce gouvernement alors qu'il y a du personnel en attente. Les travailleurs mécontents de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga exigent l'achèvement des travaux. Ils veulent aussi une augmentation des subventions de l'État en faveur du hôpital. Selon Alina Bédé, le porte-parole de l'intersyndicale, les plans d'action vont se poursuivre si rien n'est fait. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Le reste de l'actualité avec le procès de Sitor Ndour devant la chambre criminelle de Dakar qui a été renvoyé au 15 mars prochain. C'est sur demande de la partie civile. L'ancien directeur général du COUD est poursuivi pour présumé viol par une de ses domestiques.
Politique à Touba, les responsables du parti PASTEF dénoncent les conditions de détention de leurs camarades arrêtés lors des manifestations qui ont suivi le meeting interdit de PASTEF le 10 février dernier. Ils citent le cas de Serigne Assane Mbacké qui, selon eux, est interdit d'appel téléphonique. En plus, toutes leurs visites ont été interdites depuis leur placement sous mandat de dépôt. Moustapha Diouf, un des responsables de PASTEF, au micro de Pape Mbaye Diaw. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les conditions de détention des partisans de Ousmane Sonko arrêtés depuis le 10 février, en particulier celle de Serigne Assane Mbacké. Depuis leur arrestation, ils vivent des situations difficiles. Serigne Assane Mbacké a appelé régulièrement sa famille et ses camarades de parti, mais depuis hier, il ne peut plus appeler. Ce sont les responsables de la prison qui ont pris cette décision. Ils l'ont formellement interdit de faire des appels. Et en prison, les détenus ont le droit d'appeler leur famille. Ce qui se passe dans cette prison est extrêmement grave et il ne lui restait que ses appels téléphoniques car depuis son arrestation, ils n'ont pas voulu qu'on leur rende visite ainsi que les autres camarades arrêtés. Nous demandons aux autorités d'arrêter ces pratiques. Elles veulent juste nous faire taire, mais c'est peine perdue. On va continuer à se battre. Nous n'excluons pas de descendre dans la rue pour que les droits de Serigne Assane Mbacké et les détenus politiques arrêtés soient respectés. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Tunisie, l'ex-président Monsef Marzouki charge Kais Saïed. Cela fait suite à son récent discours à l'encontre des migrants subsahariens. Discours que Monsef Marzouki a fustigé dans un entretien accordé à France 24. Selon lui, l'actuel chef d'État est responsable d'un ensemble de catastrophes dont la dernière en date est de couper la Tunisie de son milieu africain à l'heure où tous les pays du monde sont en train de s'ouvrir sur l'Afrique. Je suis absolument choqué par ce discours totalement inacceptable de la part d'un chef d'État africain. Je suis accablé par les conséquences de ce discours parce que ce sont des conséquences extrêmement importantes au niveau humain, au niveau psychologique, au niveau politique. Ça a apporté un coup, je dirais pas fatal, mais un coup extrêmement grave à notre réputation, aussi bien en Afrique qu'en dans le reste du monde. Donc pour moi, ça fait partie de l'ensemble des catastrophes dont cet homme est responsable parce que c'est pas la première catastrophe. N'oubliez pas quand même que c'est un homme qui a divisé les Tunisiens comme jamais ils n'ont été divisés. Ensuite, qui nous a créé un grave problème avec les Marocains. Et aujourd'hui, il nous crée un grave problème avec les Africains. Et je suis pas sûr que la liste noire est prête d'être close, quoi. La dernière catastrophe, c'est de nous sortir de notre milieu africain. Vous savez, c'est moi qui ai initié la politique d'ouverture vers l'Afrique. Parce que la Tunisie se devait de s'ouvrir vers l'Afrique. Faut pas oublier que l'Afrique fait quand même l'objet d'ouverture d'un certain nombre de pays. Le Maroc, la Turquie, la France, tous les pays du monde sont en train de s'ouvrir sur ce continent. Et pour moi, il était important que la Tunisie s'ouvre sur ce continent. Et voilà ce qu'il trouve à dire, c'est que j'aurais été payé, moi ou je ne sais pas qui, par des sommes d'argent pour ouvrir le pays à des hordes d'Africains. Alors qu'en fait, on l'a ouvert aux étudiants parce qu'il était important que des étudiants viennent de nos universités. On l'a ouvert aux malades africains parce que nos hôpitaux sont de bonne qualité, etc. Et cet homme confond un peu tous ces hommes qui sont en situation, tous ces hommes et ces femmes en situation légale avec ce qu'il appelle des hordes, avec un discours absolument raciste. En Afrique de l'Ouest, au Nigeria précisément, le successeur de Mohamed Buhari est connu. Le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, a été déclaré hier vainqueur de l'élection présidentielle de samedi dernier avec 8,8 millions de voix. Il devance Atiku Abubakar, le candidat de la principale formation de l'opposition. Le PDP a recueilli 6,9 millions de voix. L'outsider Peter Obi du parti Travailliste, lui, a remporté 6,1 millions des voix. Burkina Faso, plusieurs mines d'or fermées pour des raisons de sécurité. Au total, 47 sites d'orpaillage. Une décision des autorités de la boucle du Mouhoum dans le nord-ouest du pays. Les sites sont fermés à partir de ce mercredi. Koumba Sandiane Faye. Dans un arrêté publié ce mercredi, le gouverneur de cette région liste 43 sites d'exploitation artisanale d'or répartis dans 13 communes qui sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Cela répond ici au besoin de limiter, voire réduire à néant le trafic des explosifs sur ces sites artisanaux, très souvent détournés au profit des groupes armés terroristes. Tout contrevenant aux dispositions de l'arrêté s'expose à des sanctions pénales, a précisé le gouverneur. La boucle du Moun, frontalière du Mali, est régulièrement frappée par des attaques
attaque meurtrière de groupes djihadistes. Malgré les autorités burkinabées peinent à contrôler cette exploitation sauvage exercée par plus d'1 million de personnes selon les chiffres officiels. Début février, au moins 10 personnes avaient été tuées lors de l'éboulement d'une mine d'or artisanale située dans l'ouest du Burkina Faso. Un an plus tôt, l'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'or artisanal dans l'ouest du Burkina Faso avait fait une soixantaine de morts. Avec environ 70 tonnes par an, la production des mines d'or légales est devenue en une douzaine d'années le premier produit d'exportation du Burkina Faso devant le coton. Et puis le président français entame ce mercredi une tournée en Afrique centrale. Une tournée de 4 jours. Emmanuel Macron est attendu en fin d'après-midi au Gabon. Première étape d'un périple qui va le conduire ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Son 18e déplacement en Afrique depuis le début de son premier quinquennat en 2017. Il se rend dans ces pays 2 jours après avoir exposé sa stratégie africaine pour les 4 années à venir. Emmanuel Macron a appelé à bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable avec l'Afrique. Il a aussi annoncé une réduction de la présence militaire française. Hors du continent pour terminer, au moins 36 morts dans un accident ferroviaire en Grèce hier. Un train de voyageurs et un train de marchandises sont entrés en collision. Selon Reuters, au moins 70 blessés ont été hospitalisés, dont 6 en soins intensifs. L'accident s'est produit entre Athènes et Thessalonique. Merci Georges. RFI Sport. À présent, le journal des sports. Avec vous, Chartidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. CAN U20, le Sénégal dispute demain un match de qualification pour la Coupe du Monde. Le match se déroule à 14h, heure de Dakar. C'est une rencontre qui permettrait de se qualifier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc à la Coupe du Monde de la catégorie, avec 3 victoires en match de poule. Les protégés de Malidef partent certainement avec la faveur des pronostics, mais il va falloir d'abord respecter l'adversaire. Sodakam. Après un parcours sans faute qui lui vaut sa première place de la poule A, le Sénégal va essayer de prendre le dessus sur le Bénin afin de continuer son bonhomme de chemin. Mais selon le sélectionneur, il y a des choses à améliorer. Malik Dafa. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Les adversaires ne sont pas les mêmes. Mais comme on dit, nous avons fait une bonne première partie. Maintenant, c'est fini, il faut oublier ça. Rester dans la concentration, être beaucoup plus dur en première mi-temps, parce que je pense qu'on a beaucoup d'occasions de but, mais malheureusement, parfois, on engage beaucoup aussi. Mais je pense qu'il y a de l'amélioration, mais je pense qu'il faut toujours continuer à s'améliorer, parce que ça, le football, c'est les détails qui font gagner, c'est les détails qui font perdre. Il faut être très exigeant et c'est ça qui est important. En tout cas, nous, on est conscient de l'enjeu qui nous attend. On est conscient que ce match, il est super important pour nous. Les gosses sont super motivés. Maintenant, on se concentre sur le prochain match. Certes, les Guépards du Bénin se sont qualifiés grâce à une place de meilleur troisième, avec 2 nuls, une défaite, 1 but marqué et 2 encaissés, mais il reste des adversaires à respecter, nous dit le sélectionneur. Il ne faut pas se leurrer. En football, il n'y a plus de favoris. Il faut avoir beaucoup de respect sur l'adversaire, jouer notre jeu comme on doit le faire, très concentré dans le jeu, avoir beaucoup de conviction, d'abnégation, de l'envie, de détermination, d'engagement. C'est ça le foot. Tu peux avoir la meilleure équipe, les meilleurs joueurs, mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, mais tu ne gagnes pas. Parce qu'une victoire, on ne le décrète pas. On le joue sur le terrain, il faut aller la chercher. C'est ce qu'il nous faut, donc on n'a pas le droit à l'erreur. On va travailler, on va préparer bien le match et Inch'Allah, on essaiera de faire le maximum pour essayer de passer ce tour, Inch'Allah. Il va nous amener pour la Coupe du Monde. Et vraiment, c'est le premier objectif commun. Les Lionceaux sont ainsi en quête d'une qualification et pour le dernier carré, mais également pour le mondial ce jeudi. Mais pour y accéder, il faudra venir à bout de cette équipe béninoise lors des quarts de finale au Cairo International Stadium à 14h GMT. En Angleterre, Arsenal joue ce soir pour s'éloigner de son dauphin Manchester City. Oui, c'est pour une mise à jour du calendrier. Le leader Arsenal peut prendre ce soir 5 points d'avance sur son dauphin Manchester City. Les Gunners accueillent à 19h45 Everton de Gana Gueye. Aussi Liverpool, mal en point, croise les Wolves à partir de 20h toujours ce soir. En FA Cup, toujours en Angleterre, c'est l'étape des 8e de finale. Des rencontres sont prévues à 19h15. Donc le premier match devant mettre prise sans symptôme à l'équipe de Grahamstown. Autre match à 19h30 pour le coup d'envoi, Burnley et Fleetwood Town. À 19h45, Manchester United jouera contre l'équipe de West Ham United. 19h55 pour le coup d'envoi du dernier match devant mettre prise, Sheffield United de Iliman Ndiaye à Tottenham de Pape Matar Sarr. En Coupe de France, c'est l'étape des quarts de finale. À 17h15 cet après-midi, Nantes accueille Lens. À 17h45, Toulouse jouera contre l'équipe de Rodez. Et puis 20h, l'Olympique de Marseille fera face à la formation d'Annecy.
Ankiline Djabon est à ce jour le judoka sénégalais le plus titré avec 5 titres de champion d'Afrique dans les années 80. Après sa retraite en France, l'ancien champion est rentré au Sénégal pour aider au développement de ces disciplines olympiques. Youssouf Voyan l'a rencontré. Si Ankiline Djabon a dominé le judo sénégalais et africain, c'est aussi grâce à son mental. J'aime pas la défaite parce que moi je pense que quand on représente une famille, un club, un département, une région, un pays, comment expliquer que voilà j'ai perdu mon combat? Et ça, je ne peux pas l'admettre. Et donc je me suis dit, il faut que je m'entraîne dur pour que à chaque fois que je suis devant l'adversaire, c'est moi qui triomphe. Le champion s'est très tôt frotté à la lutte traditionnelle dans son Oussouye natal. Ça n'a pas donc été difficile pour Ankiline Djabon d'exceller dans le judo qu'il a découvert alors qu'il était âgé de plus de 20 ans. C'est tout à fait par hasard. Moi, je rentre en 1974 au SNEPS pour préparer mon diplôme de maître d'éducation physique. C'est là-bas où j'ai découvert le judo grâce à un ami qui s'appelle Alioune Gueye. Nous partagions la même chambre et c'est lui qui m'a entraîné dans son club pour regarder. Ça m'a plu et tout de suite j'ai signé ma licence pour faire le judo et ça m'a beaucoup plu. Et 3 mois après, on nous sélectionne pour un tournoi à Dakar. Je l'ai gagné brillamment et c'est là où est lancée ma motivation. 11 fois champion du Sénégal, Ankiline Djabon a été champion d'Afrique à 5 reprises entre 1982 et 1986. Il a participé à 2 championnats du monde et 3 Jeux olympiques. Aujourd'hui, voici le regard que le champion porte sur le judo sénégalais. Le judo sénégalais est un peu faible maintenant. Redéfinir une bonne politique sportive et mettre les gens qu'il faut là où il faut les placer pour rendre le judo sénégalais plus performant. Depuis 1990, date à laquelle j'ai quitté la haute compétition, nous n'avons pas encore des champions qui dépasse le stade où je suis. À 68 ans, Ankiline Djabon vient de recevoir sa ceinture noire 6e dan, une trentaine d'années après qu'il a mis fin à sa carrière de judoka. Aujourd'hui, le champion rentré de France vit à Oussouye. Il s'engage à davantage mettre ses connaissances au profit de la jeune génération. Pour ceux qui ne le savent pas, Youssouf Voyan est un adepte des arts martiaux et pratiquant. Et c'est un très grand plaisir de réentendre Ankiline Djabon. Merci, Chatidiane Diagne. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le président Macky Sall affecte un budget d'investissement de 400 milliards à la capitale du Pakao, Sédhiou. En fait, c'est un programme triennal rendu prioritaire sur 3 ans. Macky engage la marche à pas de charge rattrapage. Pour l'observateur, Macky Sall compose le 18 à Sédhiou. Macky Sall joue les sapeurs-pompiers. Le quotidien parle de paquet du Pakao. 400 milliards de francs CFA programmés, 18 mesures prises. Le Soleil donne la parole au DG de l'ANRAC, l'Agence nationale pour la relance des activités socio-économiques en Casamance, qui soutient qu'un grand espoir renaît avec le conseil présidentiel. Même trompette chez le DG de l'ONAS, l'Office national d'assainissement du Sénégal, Mamour Diallo, qui annonce la construction d'un système d'évacuation des eaux usées. Dans le même journal, le président Sall annonce la réalisation du pont du Témanto qui va porter le nom de Bala Moussa Dafé, une vieille doléance des populations de la région. Ce après avoir inauguré le pont de Marsassoum, baptisé Louis Famara Ibrahima Sagna. Selon le journal Enquête, le pont est le trait d'union de Sédhiou-Ziguinchor. Le journal rappelle les priorités pour la région, le maillage sécuritaire, l'accélération du désenclavement, l'amélioration des conditions du transport fluvial. Réumi quotidien qui cherche à comprendre les dessous de tous ces petits soins apportés tout d'un coup à la capitale du Pakao. Selon le confrère, la raison est simple, c'est que Macky Sall est à la conquête du bastion national de Sonko. Source affirme que ces milliards injectés dans la région, c'est le prix à payer pour faire main basse sur le titre foncier de Sédhiou. La politique et les déclarations de candidature, celle de Déthié Fall, l'ambition ou prétention. L'observateur fait une lecture croisée sur ses atouts et limites. Principal atout, une expérience politique de 19 ans. Il a appris auprès d'Idrissa Seck, il a coordonné les activités politiques des UES Kanui. Il s'est endurci, mais ses limites, c'est qu'il a une machine électorale peu ou pas rodée. Son parti à moins de 2 ans. Quid d'Idrissa Seck sur ça, note que ses champs sont assujettis à un éventuel nigel de Macky Sall qui accepterait d'en faire un dauphin. À moins d'1 an de la présidentielle, l'AFP, le PS, le PIT, l'ALD agit, bref, la gauche sénégalaise
bouche bée sur le troisième mandat. Et pourtant, il y a juste 11 ans, en 2011, donc cette même gauche était à l'avant-garde du combat contre le troisième mandat de Gorgui Abdoulaye Wade. Le confrère ne comprend pas les raisons d'une telle nonchalance. Vous avez dit non, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal lui prend clairement position. Le journal L'Info ouvre ses colonnes à Michael Raynor qui estime que c'est une affaire sénégalo-sénégalaise. C'est aux institutions du Sénégal de se déterminer. C'est le rôle des citoyens à d'élire leur dirigeant. S'il y a des tensions, c'est normal. C'est la nature de la démocratie que d'avoir de la controverse. Mais pour que ça ne déborde pas, la société civile sénégalaise pointe 35 recommandations à mettre en œuvre au plus vite, indique sur ça, pour un processus électoral apaisé. Professeur Babacar Gueye et compagnie engagent les acteurs politiques et l'État à nouer le fil du dialogue. Sud Quotidien fait un large focus sur le sujet. Maître El Hadji Diouf sauve sa tête devant le conseil de discipline de lors qu'il a jugé hier. Il écope du sursis 8 mois. La suspension levée, note le journal Source A. La hausse des prix de certains denrées sur le marché, nouvelle opération coup de poing des services du commerce. Libération informe ce matin que les contrôleurs ont visité les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque. Bilan, 90 commerçants convoqués pour non-respect des prix. En vigueur, près de 4 tonnes et demie de sucre, 5 tonnes de riz et des bonbons de gaz saisis. Le journal constate qu'une tension est notée sur le sucre dans le département de Dakar. Et puis sport pour boucler à la une du journaliste de Cotillon, c'est Lyon qui brille depuis début 2023. Ils sont à peu près 4 ou 5. Il s'agit de Gana Gueye, d'Ismaël Sarr, de Nampalis, de Pape Matar ou encore de Crépin Diatta. Le confrère note que Ghana et Nampalis ont repris du plaisir à jouer. À Pape Gueye, c'est la belle relance en Andalousie. Pape Matar a enfin séduit Conté, son entraîneur. Crépin a oublié Qatar. Habib Diallo, un redoutable finisseur dans son club. Le journal Record qui revient sur le détail des votes des stars africaines à la cérémonie des trophées The Best conclue par un nouveau sacre de Lionel Messi. Le journal explique pourquoi les votes des uns et des autres continuent de créer du débat, de la controverse. Le journal pointe les votes les plus marquants au niveau africain. Le journal explique en page intérieure pourquoi Cissé n'a pas choisi Sadio. Le journal Sunulamb revient sur le combat Sa-Thiès Reug Reug, vivacité et prise de masse musculaire, comment ces deux se sont préparés. Open press des deux lutteurs prévus aujourd'hui. Bonne nuit à tous. À 12h37, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé, à la rédaction en chef El Hadj Ndiogou Diène, chef d'édition Awambay, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digital Yacine Pouy, à la production Kaderlo. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Dans quelques minutes, Allô Président. Mais tout de suite, le journal du FESPACO avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou.